où elle dit effectivement comment les gens ne voient rien venir. Eh ben oui, et ça, je vais vous dire une chose. Je vais vous montrer, par exemple, prenons l'hypothèse. Si un drame arrive et si un drame n'arrive pas. Si jamais il y a un drame qui arrive. Ok, salut la résistance. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai pas retrouvé mon bonnet, donc j'ai pris un autre bonnet pour ceux qui connaîtront. J'espère que vous avez tous le permis pour avoir un AT4 chez vous. Sinon, c'est que vous n'êtes pas prêts. Je rigole. Passons au sujet de la vidéo. Dans la description de la vidéo, vous avez le e-book, le fameux. Vous êtes des centaines et des centaines de personnes à l'avoir téléchargé et à m'avoir fait de très bons retours là-dessus. Je vous remercie infiniment. Et à l'intérieur, on parle un petit peu armement et on parle pas AT4. Je vous spoil pas, on parle pas AT4, ok? Je vais faire une petite réaction sur un extrait que j'ai vu. C'était une survivaliste qui avait mis en place un bunker. Et vous savez, les médias, comment ils sont. Vous êtes-vous déjà dit que la menace pouvait provenir de n'importe où et n'importe quand? Non, pas forcément. Moi, je pense que la menace n'existe pas dans ce monde-là. Je savais même pas que voulait dire le mot menace. J'ai appris ça aujourd'hui. J'ai vu un peu les infos et j'ai appris qu'on vivait dans un monde complètement normal. Bref, la petite ironie pour cette vidéo. Vous êtes-vous déjà dit que le danger peut venir de partout, à tout moment? La femme que nous suivons, elle, en est convaincue. Elle nous a donné rendez-vous chez elle, entre chien et loup. C'est une mère de famille comme il y en a des milliers, à ceci près qu'au fond de son jardin, elle cache un secret que ni ses voisins ni ses amis ne connaissent. Dans ce trou boueux qui en angoisserait plus d'un, elle trouve, elle, la sérénité. C'est assez rassurant, c'est calme, il n'y a pas de bruit, c'est un endroit qui est apaisant. Avec son mari, ils ont fait construire, il y a un mois, ce bunker privé. C'est une pièce de vie qui fait 16 mètres carrés. Donc on va aménager comme un studio. Un studio enterré, censé protéger de tout. S'il y a un souci, on a un sas, on ferme la porte. Si on est couvert de pollution chimique ou autre, on doit pouvoir se doucher et refermer la porte. Et les toxines restent au niveau de la douche parce que le système d'aération est fait en sorte que l'air rentre par un endroit et sorte par l'autre. On a des murs d'une épaisseur de 20 cm qui nous protègent et donc qui rendent le bâtiment complètement hermétique. Donc, moi je fais surtout une réaction sur la survivaliste et pas sur le média. Le média, c'est bon. Pas pour aujourd'hui en tout cas. Moi, je voulais vous dire plusieurs points. Premier point, je trouve déjà la configuration, elle est plutôt bien pensée. Le fait qu'il y ait une douche pour tout ce qui est système NRBC, même si je pense que c'est pas poussé à fond NRBC. En même temps, c'est compliqué parce que ça demande des moyens. Mais le fait d'avoir pensé à une douche pour se décontaminer, un sas, déjà ça, c'est une excellente chose. Ensuite, on peut voir que la surface est quand même relativement correcte, hein, clairement. Là, je pense que elle se met bien. Il y a suffisamment de place pour vivre et pouvoir bouger les bras. Là, il n'y a aucun problème. Moi, le seul truc que je voudrais dire sur la configuration d'un point de vue purement technique, c'est surtout les inondations. Là, on peut le voir, la trappe par laquelle elle descend. On a vu que c'était sur un terrain un peu boueux. Ça, c'est le risque quand on fait... Alors, pour les adeptes vont comprendre ce que c'est le mot cache. Bon, normalement, peu de personnes connaîtront ce mot-là. Mais quand on fait un bunker, quand on fait un trou de combat ou bien un abri souterrain, il faut faire extrêmement attention à la zone dans laquelle on creuse, tout simplement. Parce que les zones où la terre retient beaucoup l'eau, c'est assez compliqué. On peut le voir, les personnes qui sont par exemple dans des zones à risque d'inondation, ces personnes-là, forcément, il faut qu'elles prennent ça en compte. Si elles veulent faire un bunker, creuser ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Parce que les inondations, clairement, ça peut tout flinguer. Hein. Ça peut flinguer tous les systèmes. Ça peut également être compliqué, beaucoup d'humidité à l'intérieur. Donc pour les stocks alimentaires, forcément, c'est un peu compliqué.
les virus, les bactéries, pas les virus, plus les bactéries, parasites, etc. Bon, vous avez bien compris que c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Là, dans son cas, je ne sais pas si elle a un système pour évacuer ces eaux-là. Je pense quand même que ça doit être pensé. Mais en attendant, si vous faites comme mon cher ami avec qui je parle souvent par mail, vous décidez de faire un abri enterré, faites attention à la zone dans laquelle vous creusez. Parce que si c'est une zone qui est facilement inondable, eh ben, c'est compliqué. On l'a vu aussi sur une autre vidéo, je ne me rappelle pas du titre, où on parlait des risques dans notre environnement. Et il y avait notamment les sols gonflés, les argiles, j'ai oublié le nom. En fait, les sols avec la pluie grossissent, puis se contractent. Et donc, en fait, ça fait des mouvements de sol. Alors là, je l'explique un peu sommairement, mais concrètement, ça veut dire quoi? Eh ben, les structures des bâtiments, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, s'affaiblissent. Et donc, on peut avoir des risques d'éboulement, etc. Ça, c'était pour la configuration technique. En attendant, moi, je trouve qu'elle a super bien pensé son dispositif et franchement, c'est top. Cette pièce protectrice lui a coûté à elle et à son mari 50 000 €. Ils se sont endettés pour 15 ans. Certains trouveraient cela farfelu. Elle pense précisément l'inverse. Ce bunker serait même, à l'en croire, la décision la plus rationnelle de sa vie. Maintenant, parlons prix. Eh oui, parce que forcément, il faut parler du prix, et ça, c'est normal. 50 000 € empruntés sur 15 ans. Moi, perso, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. 50 000 € sur 15 ans, si vous avez le pouvoir d'achat ou quoi, ça, c'est un actif. En fait, ça pourra se revendre. C'est pas comme si vous achetiez une voiture qui perd de la valeur tous les mois. Là, ça n'a rien à voir. Vous achetez un petit peu de l'immobilier, en quelque sorte. Ok, vous achetez, en tout cas, votre sérénité et votre tranquillité d'esprit. Et ça, j'insiste, parce que si vous avez de l'armement, si vous avez des stocks, si vous avez toutes ces ressources-là, tout condensé au même endroit. J'avais fait une vidéo par rapport à ça, c'était une des toutes premières vidéos de la chaîne. J'avais dit c'est intéressant de ne pas avoir son stock alimentaire et toutes ses ressources uniquement sur un point A, à la maison. Ça, c'est pas forcément très serein. Par contre, si vous avez, comme dans son cas, un bunker, là, pour le coup, on peut diviser ses ressources et là, ça devient ultra intéressant. Donc, c'est un bon point dépôt pour de l'armement, pour des stocks, etc. C'est, je trouve, une très bonne alternative. Et 50 000 €, perso, moi, je trouve que comment il est configuré, c'est un billet, mais c'est pas non plus déconnant. Il y a des gens, ils s'achètent des voitures de fous furieux à 40 000 €. Une voiture, chacun son plaisir, mais ça perd de la valeur. Ça, en l'occurrence, c'est pas dit que ça perde de la valeur. J'ai des doutes là-dessus. Franchement, c'est quand même quelque chose qui est solide. Et quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelqu'un, si jamais un jour vous voulez le vendre, qui l'achètera. Et surtout, en cas de pépin, là, je peux vous dire que là, la barre, elle est là. Être équipé d'un bunker de cette envergure, perso, je pense que c'est un actif énorme. Voilà. J'ai toujours demandé les précédentes guerres comment les gens ne voyaient rien venir. Enfin, c'est quelque chose qui se prépare, quoi. Quand on étudie à l'école les prémices à la guerre, il y a des éléments qui sont récurrents, comme par exemple une crise économique, par exemple les gens qui votent des extrêmes. Quand on regarde les actualités, on est un petit peu dedans. Et si c'était elle qui avait raison? Et si elle était lucide et que le reste du monde était aveugle? Et si le pire était à venir? Maintenant, concernant son discours, où elle dit effectivement comment les gens ne voient rien venir. Eh ben oui, et ça, je vais vous dire une chose. Je vais vous montrer, par exemple, ce carton rouge. Voilà. Je vous montre ce carton rouge, et après, je vous mets une gifle. Putain, qu'est-ce qui se passe? Je vous remontre ce carton rouge, et je vous remets une gifle. Je vous le remontre encore une fois, et je vous remets une gifle. La personne stupide, elle va prendre 3, 4, 5, 6, 7, 10 gifles, elle va toujours pas comprendre. La personne intelligente, je vais lui montrer ça une fois, elle va prendre une gifle. Je vais lui montrer ça une deuxième fois, elle va peut-être prendre une gifle. Je vais lui montrer une troisième fois, elle va faire une esquive. Eh ben, c'est exactement pareil que dans le monde dans lequel on vit. Les gens se prennent des gifles tous les jours. On le voit, crise économique, crise sanitaire, on va éviter de trop dire le mot, crise politique. Allez, on distribue des gifles
Et allez, on s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas. Mais il y a des gens, ils sont quand même là à se dire, bah, je suis toujours en vie. Pourquoi je me préparais? Et le jour où c'est trop tard, et ben là, et ben on peut plus réfléchir. Donc, ce raisonnement-là, moi je suis complètement d'accord. On voit la menace arriver. On a déjà il y a moins de 100 ans la Deuxième Guerre mondiale, même si c'est quand même deux époques diamétralement opposées, c'est il n'y a pas si longtemps quand même. Là, on voit, il y a eu par exemple la guerre avec les Tchétchènes, ça on n'en parle pas beaucoup, dans les années 2000, un petit peu avant. Ensuite, on a eu l'Ukraine, quand même ça fait un moment que ça date, c'est pas depuis 2022, l'invasion spéciale, c'est la guerre depuis un moment là-bas quand même. Mais là, l'invasion spéciale, effectivement, on est monté sur un cran au-dessus. Et les gens se prennent des gifles à longueur de journée, enfin, à longueur d'année, et pourtant, personne ne réagit. Et si vous vous préparez, on va dire, vous êtes quelqu'un qui est à l'ouest. Vous l'avez vu, la vidéo avec Mark Zuckerberg, d'ailleurs, vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir vu. Et ben, typiquement, ce genre de personne-là, elle se prépare. Et personne va dire, mais cette personne est complètement con parce que le mec pèse des milliards. Donc forcément, on se dit, il pèse des milliards, il est plus intelligent que moi. Non. Il a juste anticipé qu'est-ce qui pourrait se passer. Et cette personne-là fait pareil, avec son budget et avec son niveau actuel dans le survivalisme. Donc, moi, je vous dis, et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous serez d'accord, c'est le bon raisonnement. On ne se prend pas 6 fois, 7 fois le carton rouge et des gifles. Non, on le prend une fois, 2 fois, après on a compris la leçon et on se prépare pour au moins être en mesure de pouvoir esquiver. Prenons l'hypothèse. Si un drame arrive et si un drame n'arrive pas. Si jamais il y a un drame qui arrive, vous êtes prêts, vous avez des ressources, vous avez des stocks, un bunker, vous êtes à l'abri, en tout cas pendant une période suffisante, le temps que soit tout se calme, soit que la plupart des autres meurent, faut le dire, clairement, vous avez un avantage énorme, ça c'est l'hypothèse numéro 1. Et dans le pire des cas, vous avez un endroit pour stocker, pour mettre vos armes, vous avez également un actif qui garde de la valeur, donc c'est intéressant, clairement. Deuxième hypothèse, vous faites comme les gens classiques, vous achetez une voiture, ou quoi, ou peu importe, ça peut être une télé, écran plasma, à 50 000 €, c'est plutôt un cinéma. Et voilà, le jour où un pépin arrive, vous avez rien. Donc moi, j'accentue le fait que si jamais on prend ces deux hypothèses-là, il vaut mieux autant immobiliser de l'argent en temps de paix, quoi qu'il arrive, ça vaudra toujours quelque chose. Peut-être il y aura de la perte, peut-être il y aura une plus-value, mais en tout cas, ça conserve de la valeur. Et derrière, on peut stocker nos armes, nos munitions, nos stocks, peu importe, on peut stocker. Et si jamais il y a une pépin, une galère, là, on a quelque chose. Et la personne qui n'a rien, elle a rien. Là, autant vous dire, je n'ai pas besoin de faire un schéma, elle a rien. Donc, en étant réaliste, en étant rationnel, en prenant les deux scénarios, moi je trouve que cette survivaliste-là, elle est plutôt sensée. Et la façon dont elle parle, dont elle s'exprime, le discours qu'elle tient, moi je rejoins à 100%. Et si vous aussi, vous rejoignez à 100% cet avis-là, dites-moi en commentaire. Et qu'est-ce que vous auriez amélioré vous sur les configurations du bunker? Ça m'intéresse, j'aimerais savoir. Sachant qu'il y a quelque chose, il y a un système pour filtrer l'eau entrant et l'eau... il y a un système pour filtrer l'air entrant, sortant, donc quand même c'est bien conçu. Et je pense qu'on n'a pas tout vu encore. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao la distance.